pour les personnes qui vont regarder cet épisode sur YouTube, je ne vais pas mettre la toute première partie qu'on vient de voir, parce que la toute première partie consiste simplement en un visionnage de la vidéo de Nota Bene, la commune de Paris, de 40 minutes, qui dresse un grand bilan de tout le contexte, une dizaine d'années avant le début de la commune, jusqu'à l'histoire de la commune, etc. Et ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'était de mettre en avant Louise Michel et 10 autres femmes de la commune à travers un ouvrage qu'on m'avait offert pour mon anniversaire il y a 2 ans, qui s'appelle La commune de Paris 1871, les acteurs, l'événement, les lieux, qui est un ouvrage qui raconte la commune uniquement à travers les grands personnages qui y ont participé. Donc on va parler de Louise Michel et de 10 femmes. Et juste avant, donc le Nota Bene l'a évoqué dans sa vidéo pendant quelques instants, il faut qu'on voit un tout petit truc sur les pétroleuses de la commune, ça ira sur YouTube, pour bien comprendre un petit peu toute la panique qu'il a pu y avoir autour de ces femmes qui, soi-disant, auraient imbibé de pétrole pour créer des sortes de cocktails Molotov de l'époque ou des bâtiments pour incendier la ville de Paris gratuitement. Et il faut qu'on comprenne un petit peu d'où est né en fait ce mythe et les conséquences que ça a eu. Donc on a 5 minutes là de vidéo à voir, qui s'appelle Les pétroleuses de la commune, et après on commence notre lecture. Ah oui, pour les personnes qui voient la vidéo sur YouTube, ce que les historiens racontent, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup d'incendies dans Paris, c'est parce que l'armée de Versailles avait elle-même tiré et donc incendié des bâtiments, et que les communards eux-mêmes, qui étaient très attachés à la ville de Paris, allumaient eux-mêmes des incendies pour ralentir l'armée de Versailles, pas pour le plaisir de mettre feu à Paris. Peut-être lire en même temps s'il n'y a pas de... Si, il y a des gens qui interviennent après. Donc après 2 mois d'interruption, la commune de Paris est réprimée dans le sang par l'armée versaillaise. C'est le début de la semaine sanglante, dont on 6 à 30 000 morts. Parmi les insurgés, des milliers de femmes sont sur les barricades pour défendre leur quartier, ravitailler les combattants, soigner les blessés. Et on l'a vu, continuer à assurer l'éducation, confectionner des vêtements pour l'armée, etc. Donc elles ont été très actives pendant la commune de Paris. Elle déloge les insurgés et procède à des milliers d'exécutions sommaires. Dans le chaos des combats, de nombreux bâtiments sont incendiés, dont l'hôtel de ville, on l'a vu tout à l'heure, le palais des Tuileries, il l'a évoqué également, la cour des comptes, je l'ignorais, le palais d'Orsay, je l'ignorais également, ça avait été incendié. Le pétrole versé à pleine tonne dans les 4 escaliers aux 4 angles avait ruisselé, roulant le long des marches des torrents de l'enfer d'Émile Zola. Face à l'ampleur des destructions, la presse conservatrice accuse les insurgés, évidemment, et trouve le parfait bouc émissaire. Et là, la misogynie va rentrer directement. En fait, le pétroleur va devenir la pétroleuse. On va accuser les femmes. Alors, excusez-moi, on va la mettre à vitesse normale, parce que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Très vite, en fait, le pétroleur va devenir la pétroleuse. On va accuser les femmes, les insurgés et ES, d'avoir mis le feu à Paris. À partir de là, se diffuse l'idée de la pétroleuse, et la pétroleuse va devenir finalement, va s'étendre à la communarde en général. Ça correspond... Donc le discours bourgeois, c'est de dire, s'il y a des incendies à Paris, c'est parce que les femmes veulent venger la mort de leurs compagnons tombés. Et ce discours-là, qui est déjà mensonger, va finir par se transformer en les communardes incendient les bâtiments à Paris. C'est même plus les pétroleuses. À la frayeur que peuvent représenter les femmes qui participent à une insurrection, avec cet imaginaire que les femmes participent à la violence politique et donc sont même pires que les hommes dans la violence politique. Donc la panique gagne plusieurs quartiers. Des rumeurs font état de 8000 pétroleuses organisées en escouade. Oui, non mais rien de ça, pourquoi pas 200 000 en escouade. Bref. On racontait que des femmes se glissaient, jetaient des mèches soufrées dans les soupiraux, versaient du pétrole sur le contrevent des boutiques. Chez les anticommunards, de toute façon, ça correspond à l'idée que la commune n'a pas de projet politique ou social. C'est l'idée que la commune, c'est avant tout la destruction. Et on a les mêmes discours aujourd'hui quand il y a des manifestations et qu'on voit des débordements qui sont évidemment toujours dommageables, quoi, mais qui échappent à toute analyse politique des éditorialistes, quoi. Je veux dire, oui, les gens sont follement en colère. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas d'aller voir un banc qui a été détruit. Bon, soutien au banc et à sa famille, parce que c'est évidemment très triste. C'est intéressant de se dire, c'est pourquoi on est en colère en ce moment. Pourquoi les gens en ce moment, ils sont encore dans la rue. Pourquoi les gens, ils hurlent contre la réforme des retraites. Je veux dire...
Elle est où la vraie violence? Elle est où la violence primaire? Vous voyez ce que je veux dire? Il est là, il est là l'absence de discours en fait des éditorialistes de droite, des éditorialistes bourgeois, l'absence de pensée. Alors on va leur montrer des vidéos, alors on va leur montrer 8 antifas, alors là ça y est maintenant, c'est pas 8 antifas en foutu le bordel, c'est je sais pas, les manifestants sont... On est dans la même récupération politique, la même manipulation politique que ce qu'on voit là, hein. La violence et l'indifférence, c'est une bonne phrase. Je vous recommande la vidéo de Paduring qui parle de Psyodélique, qui s'appelle Psyodélique est-il la politique? Et en fait, c'est pas une vidéo sur Psyodélique, on s'en fiche, c'est une vidéo où il parle des gens qui justement restent passifs face aux changements politiques autour de nous. Et il racontait des historiens qui racontaient par exemple que, de leur point de vue, ce qui a permis le stalinisme, c'est pas tant quelques hommes qui ont produit le stalinisme que des millions d'hommes qui n'ont rien dit, qui se sont tus et qui ont laissé faire. Très intéressant ce qu'il disait. Merci pour l'abonnement, Eleonore, c'est adorable. Bah ton chat est peut-être une pétroleuse, Gilbert. On l'a décrit comme une femme du peuple vulgaire, lubrique, ivrogne. Non mais vous voyez, il y a de la misogynie partout là. La misogynie, il y a du classisme, il y a du sexisme, il y a tout. Dans toutes les représentations qu'on voit, elles sont représentées complètement enlaidies par la rage, par la colère. Oui, je connais bien le concept des trois violences, absolument, oui. Quand le calme est revenu, la justice veut faire un exemple de ces femmes séditieuses. Pourtant, les autorités ont du mal à retrouver les suspects. Ah, bah je pensais qu'elles étaient 8000. Il doit y en avoir partout dans les rues si elles sont 8000. Comparativement, il y a assez peu de femmes qui ont été arrêtées, puisqu'il y a environ 40 000 arrestations et il y a 1051, donc environ 1000 femmes qui ont été arrêtées. Les historiens disent souvent c'est parce que les femmes qui avaient participé à la commune ne correspondaient pas forcément aux femmes qu'on recherchait, c'est-à-dire qu'on recherchait des pétroleuses, on recherchait des prostituées, des femmes aux mauvaises mœurs, entre guillemets, alors que les combattantes étaient des femmes du peuple sans tous ces travers supposés. Et ce truc, je trouve qu'on le retrouve encore dans le discours de Macron quand il nous explique qu'en fait, il veut nous faire de la pédagogie pour nous expliquer la réforme de retraite, par exemple. Comme s'il imaginait qu'en fait, les personnes qui manifestaient, c'était une sorte de truc informe de personnes qui n'avaient pas la culture nécessaire pour comprendre le génie du gouvernement en place. On a toujours, en fait, ce truc-là, ce truc du mépris du peuple. Ils allaient rechercher des femmes et ils imaginaient, les Versaillais, en arrivant à Paris, bah en fait, elles sont éduquées. Les femmes qui recherchaient. En fait, les communards, ils ont produit des textes, ils ont une pensée. Ils ont l'air de tomber de haut, quoi. Ils sont épuisants. Non, mais là, vraiment, c'est vraiment l'insoutenable violence de la bourgeoisie, quoi. Donc voilà, là, il parle du procès de 5 pétroleuses, dont Eulalie Papavoine. Simple couturière qui s'est improvisée ambulancière durant les combats, donc elle était ambulancière. Malgré l'absence totale de preuves, 3 de ces femmes sont condamnées à mort. Leur peine est finalement commuée en travaux forcés, en Guyane, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ou en Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus. Merci pour l'abonnement, Mistophélis. Le mythe de la pétroleuse reste populaire au 19e siècle, notamment dans la littérature. Mais dans les années 1960, Edith Thomas, historienne féministe, contredit cette version de l'histoire. Archive à l'appui, c'est une historienne. Il n'y a en réalité jamais eu d'escouade de pétroleuses durant la commune. Aucune preuve historique de ça. En Nouvelle-Calédonie, merci David. Certains édifices ont brûlé à cause des obus incendiaires de l'armée versaillaise, un peu ce qu'expliquait Benjamin de Nota Bene tout à l'heure. Mais la plupart des incendies ont été allumés par des insurgés désespérés pour couvrir leur repli et finalement ralentir l'ennemi. Certains bâtiments ont aussi été visés pour les symboles qu'ils incarnaient. On l'a vu, la Maison de la Monnaie, Orsay. Il y a la volonté de mettre fin à l'ordre ancien. Il faut bien le voir, par exemple, avec le Palais des Tuileries. Le Palais des Tuileries, ça représentait la résidence des rois et puis la résidence de Napoléon III, enfin une des résidences de Napoléon III. L'hôtel de ville est aussi incendié. Et là, c'est aussi un lieu de pouvoir. Depuis les années 70, les féministes se sont réappropriés la figure de la pétroleuse, en faisant d'elle un symbole d'émancipation et une icône révolutionnaire. Et finalement, c'est un petit peu la chasse aux sorcières du 19e, en fait, les pétroleuses. C'est la dernière chasse aux sorcières réelle qui a abouti à... Alors, on dit que c'était commis en travaux forcés, mais elles sont mortes, des travaux forcés. La majorité des femmes, on va le lire. Les envoyer aux travaux forcés, c'était pas 3 ans, puis elles revenaient. Elles mouraient là-bas, quoi. C'est des condamnations à mort. Et donc, voilà. Du coup...
La Commune de Paris, 1871, c'est un pavé qu'on m'a offert il y a 2 ans pour mes 34 ans. Ma meilleure amie qui m'a offert ça, vous voyez, avec la commune racontée exclusivement par des portraits d'hommes et de femmes. Très peu de femmes dans le bouquin, il y en a une trentaine seulement. J'ai du mal à les choisir tout à l'heure. Ah bah non, mais c'est une page de l'histoire qui est à la fois extraordinaire et pleine d'espoir et qui montre à quel point en fait on peut produire des choses parce que Nota Bene n'a pas insisté là-dessus, mais reconnaître les droits d'un bâtard, ça vient de la commune. L'école gratuite, obligatoire, accessible pour les femmes, ça vient de la commune. L'égalité salariale, là en l'occurrence c'était chez les enseignantes, ça vient. Enfin, il y a des trucs que ça a produit extraordinaire, quoi. Ah, mais c'est pas faux, Motismar. C'est vrai qu'elles n'ont pas été condamnées à mort, mais les tondus en 44, c'est une forme de chasse aux sorcières, c'est clair. C'est clair. Et aujourd'hui, on pourrait parler d'une forme de chasse aux sorcières un peu différente. Alors, on n'a pas les mêmes condamnations à mort décidées par l'État, mais oui, on peut toujours parler de chasse aux sorcières dans ces cas-là. Non, mais je comprends la comparaison quand même. Je comprends la comparaison d'aller chercher les empêcheuses de tourner en rond. Tu comprends ? La comparaison, elle est un peu provocatrice, bien sûr, mais elle est quand même, elle dit quand même quelque chose, quoi. Donc, on va d'abord lire évidemment le passage sur Louise Michel, évidemment, puisque si on parle des femmes de la commune, on est obligé de commencer par Louise Michel, parce que bon, voilà, c'est un tel modèle. C'est pour les personnes qui voudront la référence, donc c'est 4 pages qui se trouvent à partir de la page 889. Ou alors on peut regarder un petit truc sur Louise Michel, ça peut être pas mal aussi, ça peut être très intéressant. Je suis absolument certain qu'on peut trouver assez facilement une vidéo qui parle de Louise Michel en quelques mots. Ce qui pourrait être un peu plus ludique, puisqu'après on va faire que bouquiner. Donc là on a 16 minutes sur Louise Michel. Là on a 7 minutes 12 sur Louise Michel de France TV Art. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc Louise Michel, grande figure de la commune. Pas figure féminine, j'insiste, grande figure, tout court. Une très grande figure de la commune. Oh, passionnant. Allez, je vous fais la lecture finalement. Enfant naturel, Louise Michel naquit le 29 mai 1830 en Haute-Marne, au château de Vroncourt. On vient d'en voir les images. Pas très intéressant le début. En début d'une naissance bâtarde, c'était une bâtarde comme on disait à l'époque, même si je suis pas trop fan de ce terme. Louise Michel grandit au château et reçut une éducation libérale et une instruction que peu d'enfants de sa condition pouvaient espérer. Louise Michel est la seule femme de cet ouvrage qui a plus d'une page de texte. Donc en fait, vous allez voir, la lecture des 10 femmes que je vais vous présenter de la commune va être extrêmement rapide. Il n'y a que Louise Michel qui a le droit à 4 pages comme ça. De ses années d'enfance, on ne connaît que le récit qu'elle a fait dans ses mémoires publiés en 85. Elle se dépeint comme choquée par l'injustice, dont elle ne tarda pas à faire les frais, après les décès successifs de Charles-Étienne en 44, de Laurent en 47 et de Charlotte de Mailly en 1850. Bâtarde sans droit à l'héritage. Incroyable. Elle quitta avec sa mère le château délabré, donc voilà, pas d'héritage, rien du tout, pauvre. Délabrée de son enfance et décida de devenir institutrice afin de subvenir à leurs besoins. Elle s'installe en Haute-Marne natale, elle s'affirme républicaine. En 1855, elle s'installe à Paris où elle espère pouvoir enfin combattre l'Empire. De fait, elle se lia rapidement tout d'abord avec des républicains comme Eugène Pellatan et Jules Favre, en suivant les cours d'instruction populaire de la rue Hautefeuille, puis avec les féministes comme Maria de Rème ou André Léo, dont on va reparler bien sûr. Et enfin, pour avoir fréquenté des réunions politiques, elle ne tarda pas à se lier d'amitié avec Eugène Varlin, dont tout à l'heure on a parlé avec Nota Bene, et certains blanquistes comme Raoul Rigaud, Émile Eudes ou encore Théophile Ferré. Républicaine féministe, en 1869, elle était la secrétaire de la Société démocratique de moralisation, ayant pour but d'aider les ouvrières à vivre par le travail, dans le devoir ou à y rentrer. Elle était blanquiste, elle adhéra peut-être à l'Internationale, telle était l'institutrice à la veille de la Commune. L'année 1870 fut l'occasion de s'affirmer plus encore, pour commencer, lors des funérailles du journaliste Victor Noir, durant lesquelles, habillée en homme, un poignard caché sous ses habits, elle espérait que serait porté le coup de grâce à l'Empire et était persuadée de rentrer chez elle en République, ou de ne pas y rentrer du tout. C'est extraordinaire, cette femme. Après le début du conflit avec la Prusse, alors que les défaites militaires de l'Empire se succèdent, elle fut de ceux qui misent sur un coup de force pour renverser Napoléon III. Ainsi, le 15 août 1870, au lendemain de la tentative de la prise de la caserne de pompiers de la Villette par les blanquistes, elle participe à une manifestation de soutien et fait signer une pétition en faveur d'eux et de Brideau, condamnés à mort, qu'elle alla porter avec Adèle Esquiros et André Léo au gouvernement de Paris. J'avance un tout petit peu. Elle se propose d'aller à Versailles tuer Adolphe Thiers, afin que s'arrête la réaction, et bien que Ferré et Rigaud lui aient déconseillé de s'aventurer à franchir les lignes, elle s'entêta et parvint en s'habillant en bourgeoise jusqu'à Versailles, où elle tenta de rallier les soldats à la jeune révolution, chose faite avec le ralliement d'un officier versaillais qu'elle recommanda.
Enfin, je suis épaté. Hein. À partir du mois d'avril, à mesure que l'avancée de l'armée versaillaise mettait en péril la commune, l'énergie de Louise Michel fut décuplée. Ambulancière comme bien des femmes, elle entendait aussi être un soldat et une combattante au sein du 61e bataillon de marche de Montmartre. En costume de garde nationale, armée d'une Remington, c'est une arme à feu, hein, elle allait là où on se battait. Le journal officiel du 10 avril 1871 annonça ainsi qu'une femme énergique, combattant dans les rangs du 61e bataillon, a tué plusieurs gendarmes et gardiens de la paix. Il s'agissait vraisemblablement de Louise Michel, que l'on retrouve tour à tour dans les tranchées, à Clamart, à Neuilly, où elle raconte même être allée jouer de l'orgue dans une église abandonnée entre deux combats, mais aussi au fort d'Issy, où Georges Clemenceau rapporta l'avoir vue. Pour empêcher qu'on tuât, elle tuait. Comment elle ne fut pas tuée 100 fois sous mes yeux, c'est ce que je ne puis comprendre. Et lorsqu'elle se fit une entorse au fort d'Issy en ramassant un garde national à terre, le cri du peuple du 14 avril 1871 écrivait « La citoyenne Louise Michel, qui a combattu si vaillamment au Moulineau, a été blessée. » Énergique, quel euphémisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah non, mais c'est une extraordinaire giga-tchad, hein, c'est clair. Hein. Et la dernière page sur Louise Michel. Elle échappa miraculeusement à la mort durant la semaine sanglante, mais sa mère Marianne, ayant été arrêtée à sa place, elle se livra d'elle-même à Versailles, le 24 mai 1871, en échange de la libération de sa mère. Mais quel personnage, enfin, quelle femme. Elle fut alors conduite au champ de Satory, puis transférée à la prison des Chantiers, et le 15 juin à la maison de correction de Versailles. Interrogée une première fois, interrogée et torturée, hein. Le 28 janvier 1871, elle chercha à minimiser son action, puis de nouveau interrogée le 19 septembre, désespérée à l'annonce de la condamnation à mort de Théophile Ferré dont elle était secrètement éprise. Elle arbora sa participation aux événements. Le 11 novembre, elle fut transférée un temps à la prison d'Arras, où elle apprit les exécutions de Rossel, Bourgeois et Théophile Ferré, auxquels elle avait envoyé et dédié depuis sa prison un poème, Les œillets rouges. Son procès s'ouvre en 71. Elle n'hésite pas à braver le 6e conseil de guerre avec une détermination et un courage qui lui valurent l'admiration de ses proches comme de ses détracteurs. Présentée comme une nouvelle Théroigne, d'aucuns la reconnut comme le type de révolutionnaire par excellence. Un extrait par exemple du Voleur illustré de 71, qu'il appelait du coup la révolutionnaire par excellence, qui osait faire face à ses accusateurs sans faiblir. En guise de défense en effet, elle choisit de faire une oraison à la Révolution, ce qui lui valut d'être condamnée à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, vous vous rendez compte, hein. Elle peut sauver sa peau, elle est en procès, et en fait, voilà, elle dresse un hommage à tous ses camarades communards. Elle ne baisse jamais les yeux. Ici, les Moulineaux, oui c'est ça, mais j'ai habité à Vanves pendant très longtemps, ouais. J'avais vu le fort d'Issy dont il parle. Son cher maître Victor Hugo lui consacre un hommage, un poème portant le titre de Wiro Major, d'accord, la force principale. Avant son départ pour la Nouvelle-Calédonie, Louise Michel est incarcérée 20 mois à la prison de Brive en Haute-Marne. Le 24 août 1973, elle embarque sur le Virginie, avec entre autres comme compagnons de voyage Nathalie Lemel et Henri Rochefort. En France, de nombreux députés œuvrent pour une amnistie des communards. La peine de Louise Michel fut commuée en déportation simple et elle s'installa à Nouméa, où elle enseigna d'abord aux enfants de déportés, puis à l'école communale des filles. Donc dès qu'elle est libérée, elle reprend son activité d'institutrice, quoi. Je suis vraiment sensible, tellement sensible à ça. Merci pour l'abonnement, Chani, c'est adorable. Le 11 juillet 1880, une fois l'amnistie générale décrétée, Louise Michel s'embarque pour Paris via Melbourne, Londres et Dieppe. Son arrivée à la gare Saint-Lazare fut triomphale. Elle y était attendue par Georges Clemenceau, Louis Blanc, Henri Rochefort, ainsi que par une foule de plusieurs milliers de personnes. Par la suite, militante infatigable, condamnée à plusieurs reprises pour ses actions, elle fit des centaines de conférences et sillonna la France en messie de la cause anarchiste et en prophétesse révolutionnaire, jusqu'à sa mort survenue le 9 janvier 1905 à Marseille. Ses obsèques eurent lieu le 21 janvier et sa dépouille, qui parcourut Paris de la gare de Lyon au cimetière de Levallois, fut suivie par une foule estimée à 120 000 personnes. Voilà, c'est assez émouvant, hein. Le cri du peuple de Tardy, merci beaucoup. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est une très bonne chose de le rappeler, parce que c'est un très bon ouvrage, effectivement. Donc, évidemment, non, je ne connais pas du tout les travaux de Mathilde Larère. Je vois très bien qui est Mathilde Larère, hein, mais je n'ai jamais lu ses travaux. Mais il faut absolument que je le fasse. Je suis très dispersé dans mes lectures, en plus, en ce moment. Et donc, j'ai sélectionné dans cet ouvrage 10 femmes. Une que vous connaissez déjà, qu'on a déjà citée, je les prends par ordre alphabétique, qui a le droit à 2 pages, et toutes les autres, c'est très très court, c'est André Léo, qui est une personne aussi assez importante, à la fois pour l'histoire de la commune, et puis voilà, politiquement c'est important de la connaître. Et donc on va parler de 10 femmes qui ont participé à la commune, et vous allez voir que les 9 autres, les noms, ont été complètement oubliés, à moins que vous ne soyez vraiment très calé en histoire, vous ne saurez pas qui sont des personnes comme Eugénie Cadol par exemple, qui était appelée Hermine. Et donc voilà, moi je trouve ça assez émouvant qu'on les ramène au grand jour. Donc André Léo, journaliste socialiste et féministe, présidente de la commission de l'enseignement professionnel des jeunes filles. Elle est née en 1824.
Auteure d'essais et de romans, elle a fréquenté les milieux intellectuels liés au protestantisme libéral et aux socialistes. Elle devint l'amie d'Élie et Élié, je ne sais pas qui sont ces gens reclus, d'Élise de Pressensé, en revanche ça je connais, de Louise Michel. En juin 1868, elle rencontra Benoît Malon, un ouvrier teinturier membre de l'Internationale. La personnification, lui avait-on dit, de son héros Michel dans un mariage scandaleux. En mai 1868, Malon fut condamné à 3 mois de prison pour ses activités au sein de l'Internationale et incarcéré en juillet. Les lettres qu'échangèrent alors André Léo et Malon, qui avaient 17 ans de moins qu'elle, permettent de bien connaître les débuts de leur amitié et de leur liaison. André Léo, elle publie en 68 un manifeste signé par 19 femmes qui réclamait l'égalité des sexes, je ne l'ai pas choisi par hasard. Elle fonda en 69 la Société pour la revendication des droits des femmes, publia dans Le droit des femmes de Léon Richer des bonnes feuilles d'un ouvrage à paraître qui constituait une réfutation des thèses antiféministes de Proudhon et qui furent ensuite reprises dans La femme et les mœurs, critique radicale du mariage et revendication du droit à l'instruction et un droit à un travail nécessaire à l'indépendance des femmes. Non mais waouh, enfin je veux dire on est milieu du 19e quoi. Je suis extraordinaire vraiment, je suis assez ému de lire tout ça. Pendant le premier siège, André Léo intervint dans le débat public. Elle se consacra dans le 17e arrondissement à l'organisation des secours distribués aux pauvres et aux femmes sans ressources. En plus. En janvier, elle fut l'une des fondatrices du journal La République des Travailleurs qui eut 6 numéros jusqu'au 4 février. Le 4 avril 1871, André Léo regagne Paris après un court séjour dans le Poitou. Pendant la Commune, elle collabore à plusieurs journaux révolutionnaires, en particulier à La Sociale. Elle prit alors des positions politiques fortes. Il faut, écrivait-elle, donner la terre aux paysans. Donner l'outil à l'ouvrier, donner le travail pour tous. J'adore. Elle se déclara en faveur de la minorité du Conseil de la Commune, affirmant que Paris n'était pas seulement une municipalité qui réclamait l'autonomie, mais qu'il devait aussi incarner la République et respecter la démocratie et les libertés. Donc elle rappelle un petit peu aux hommes qu'on gouverne pour tout le monde et qu'on gouverne aussi pour les femmes. Oui, avec plaisir. Moi, je suis très touché. En plus, la Commune, moi, je suis un pur gauchiste, quoi. Donc, c'est vraiment une période de l'histoire qui me fascine un peu, quoi. Il y avait un film de Peter Watkins d'ailleurs sur la Commune que je peux vous recommander et qui est remarquable. Constatant que Paris était isolé et qu'il fallait donc gagner l'appui des paysans, elle a rédigé avec Benoît Malon un appel aux travailleurs des campagnes qui fut diffusé à 100 000 exemplaires. Elle appelle par ailleurs les femmes à se joindre à la lutte et demanda qu'elles puissent s'enrôler et se battre. Croit-on, écrivait-elle, que l'on peut faire la révolution sans les femmes ? Elle est puissante cette phrase. Croit-on que l'on puisse faire la révolution sans les femmes ? Elle préside à l'hôtel de ville l'hôtel de l'enseignement des jeunes filles, elle participe aux réunions de l'AIT. Je ne sais pas ce que c'est que l'AIT, excusez-moi. Elle agit au sein du comité de vigilance des citoyennes de Montmartre, qui appelait entre autres à former des ambulances, donc à former des femmes au métier du soin. Elle constate sur le terrain la difficulté à se faire accepter comme femme et infirmière à des proches du combat. Merci les hommes sexistes. Ils sont juste avec vous pour faire la révolution, et puis il y a quand même des stéréotypes sexistes qui leur tombent dessus. Après la semaine sanglante, elle en réchappe d'ailleurs, André Léo trouve refuge chez son amie Pauline Prin, qui tenait un magasin de cannes et de parapluies rue de Montmorency. Elle réussit au bout de quelques temps à gagner la Suisse, où elle rejoint Benoît Malon. En 1873, André Léo devint dans une union libre la compagne de Benoît Malon, son contrefiche. André Léo était retournée à son activité de journaliste et d'écrivain. Elle rentra en France pour une courte période, entre 81 et fin 82, et début 82, retournant ensuite dans le domaine qu'elle avait acheté à Formia en Italie du Sud. Elle publia de nombreux romans reprenant le thème qui lui était cher de l'éducation des enfants, des essais, des livres pour enfants, etc. Mais le temps de la notoriété était passé. À la fin de sa vie, elle s'installa dans la région parisienne. Ses fils moururent prématurément. Léo a 32 ans en 85, André a 40 en 1893, le nom de ses 2 enfants. Elle-même mourut en 1900 à Saint-Meurice. Elle fut incinérée au Père-Lachaise, puis ses cendres furent transférées au cimetière parisien d'Auteuil, sous une pierre tombale où sont inscrits les noms de Grégoire Champet et de leurs 2 fils. Accident ischémique transitoire, en l'occurrence, ça n'est pas ça, mais pourquoi pas. Voilà pour, après Louise Michel, pour la première dont je voulais vous parler. Le CNT, c'est peut-être ça alors, merci Schizoïde. Je voudrais vous parler de... J'ai eu du mal à choisir, je vous l'ai fait par ordre alphabétique, mais je vous ai dit que j'en faisais 10, finalement j'en fais 11 parce que je ne pouvais pas me parler de Louise Michel. Je voudrais vous parler de Rosa Bordas, qui était connue sous le nom de Rosalie, ou de La Bordas. Chanteuse lyrique et populaire, mise à l'index pour avoir donné des représentations au profit des communards blessés. J'ai essayé de vous choisir autant de portraits différents de femmes qui ont participé de façon différente à ces membres de la commune. Elle est née en 1841 à Monteux. Elle chante très tôt, elle se fait remarquer par son talent. Il y a une famille qui tient un café rouge, confrontée à des difficultés économiques. Ses parents demandent à Rosalie, donc à Rosa Bordas, d'y donner une série de concerts qui attirèrent bien vite la foule. Je ne sais pas pourquoi on précise qui elle a épousé, ça on s'en fiche, les femmes, c'est pas que les femmes d'eux.
Elle part chercher la consécration à Paris et en 1869, elle débute au Grand Concert parisien. Le peuple acclame rapidement celle qui chantait les espoirs des opposants en excitant la sympathie des adversaires de l'Empire par les tendances démocratiques de son répertoire. J'adore comment c'est dit. On sent qu'ils sont pas forcément méga de gauche, ces auteurs. Mais bon, c'est très bien d'avoir un point de vue un peu neutre. Elle se rendit célèbre en chantant La Canaille, eh bien j'en suis, après le meurtre du journaliste Victor Noir, puis la Marseillaise à la Scala après la déclaration de guerre. Sous la Commune, elle participe aux représentations données, notamment les 11 et 18 mai, au bénéfice des blessés de la Garde nationale fédérée. Vêtue d'un péplum blanc, elle développe lentement un drapeau rouge dont elle s'enveloppe en chantant. C'est magnifique. À l'issue de la soirée du 18 mai au Grand Concert parisien, elle effectue une quête qui rapporte la somme de 120 francs, à laquelle la direction en rajoute 200. Le total fut déposé au comité d'ambulance du 10e arrondissement. Donc voilà, elle donnait ce qu'elle gagnait en plus. La chute de la Commune brisa sa carrière. Quand elle revint sur scène 3 ans plus tard, elle fut immédiatement dénoncée par Le Gaulois comme la muse du pétrole. Vous voyez comme ça les a poursuivis, et ne put réapparaître qu'après la fin de l'ordre moral et l'affermissement de la Troisième République. Elle connut quelques années de succès relatifs avant de se retirer près d'Alger. Elle mourut en 1901 et est inhumée près de son village natal. Oui, c'est ça, voilà, la Confédération nationale du travail, Association internationale des travailleurs. Très bien, merci beaucoup, Schizoïde. Voilà. Troisième portrait que je vous fais. En plus de celui de Louise Michel, on est au 4e ou 2e, je ne sais plus. Eugénie Cadol, qu'on a cité tout à l'heure en parlant de Louise Michel. Je suis vraiment très content de vous les présenter, c'est un vrai plaisir pour moi. Donc Eugénie Cadol a été dite Hermine. Le titre qui lui est accordé, c'est communarde proche de Louise Michel. Vous allez voir qu'elle a quand même mis les mains dans le cambouis, comme on dit. Elle est née en 42, dans le Loiret, blablabla. Elle se lie d'amitié à Louise Michel pendant la Commune. Elle est arrêtée après la chute de la Commune, emprisonnée à la prison des Chantiers, avant d'être libérée 6 mois plus tard, tandis que son mari, peintre en bâtiment, était condamné à 2 ans de prison. En août 1880, elle témoigne dans l'Intransigeant sur les sévices infligés aux prisonniers de Versailles par le lieutenant Marceroux. Donc elle dénonce un tortionnaire. Quand je vous parlais de torture tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans cet ouvrage. Je ne présentais pas. Donc voilà, c'est une femme qui a le courage de dénoncer des tortionnaires hommes. Le 10 novembre 80, elle se trouvait sur le quai de la gare Saint-Lazare au premier rang de la foule, venue attendre le retour de Louise Michel. Donc elle attend le retour de Louise Michel. Le reporter du Figaro présent sur place décrivit la scène. Soutenue par 2 amis, la citoyenne Cadol et la citoyenne Ferré, donc Cadol c'est celle dont on parle, Louise Michel marche en proie à une émotion violente. 8 jours plus tard, de même que Eudes, Gambon, Counet, Louise Michel et Nathalie Lemay, Herminie Cadol, toujours celle dont on parle, participe avec son mari à la manifestation organisée sur la tombe de Théophile Ferré au cimetière de Levallois-Perret. Elle fut alors arrêtée, jugée par la 8e chambre correctionnelle, mais acquittée. Le 1er décembre 80, elle fut l'une des organisatrices de la réunion privée tenue rue de Rivoli par l'Union des femmes socialistes au profit de leur caisse de propagande. Environ 2000 personnes, dont un tiers de femmes, étaient présentes pour entendre Paul Mink et Louise Michel appeler à l'émancipation des femmes. Un tiers sur les 2000, les femmes étaient extrêmement engagées, c'est incroyable qu'elles soient à ce point effacées, et c'est incroyable que dans un ouvrage où vous avez quand même 300 portraits, peut-être un peu plus, vous en trouvez que 32 femmes, quoi. Alors qu'on nous dit qu'elles étaient un tiers aux réunions politiques, qu'elles étaient absolument partout, elles étaient ambulancières, elles étaient sur les barricades, elles s'infiltraient avec Louise Michel pour tenter d'aller assassiner des hauts fonctionnaires versaillais, je veux dire, même dans un ouvrage qui parle un peu des femmes, ça manque de femmes, quoi. En février 81, membre du comité central d'aide aux amnistiés et non-amnistiés de la Commune, Herminie Cadol fut chargée à titre officieux de s'occuper d'éclaircir un conflit sur le produit d'une souscription. En 82, elle assista aux obsèques de Marie Ferré à Levallois-Perret. Ils ont enterré tous leurs camarades, c'est une catastrophe. Et 1789, je ne connais mal la révolution de 1789, je ne connais qu'Olympe de Gouges comme femme, on va dire notable, donc il faudra vraiment que je m'y mette, bien évidemment. Donc voilà, elle enterre tous ses camarades de la Commune, quoi. L'année suivante, elle rend visite à Louise Michel, emprisonnée à l'issue de la manifestation au Champ de Mars. Son fils Alcide était lui-même un militant socialiste actif et élu pour témoin de mariage Benoît Malon, toujours le même personnage. Herminie Cadol décide de quitter la France en 87 pour aller s'installer en Argentine et ouvrir une boutique de lingerie à Buenos Aires, on s'en fiche. C'est là qu'elle imagine de couper un corset en 2, écoutez bien, afin de libérer le corps et de rajouter une armature, inventant ainsi le corse-les-gorges, ancêtre du soutien-gorge moderne, dont elle a déposé le brevet en 98. Incroyable, je trouve génial. Il fallait évidemment que ce soit une femme qui se dise, mais en fait les corsets c'est extrêmement inconfortable, il faut imaginer quelque chose d'autre, quoi. Bon, je sais pas si les soutiens-gorge c'est plus confortable, mais j'imagine que c'est quand même moins inconfortable qu'un corset. En 1910, elle rentre en France, elle ouvre un atelier et une boutique. Elle devint fondatrice de la Maison Cadol, entreprise familiale qui existe encore aujourd'hui.
Elle meurt à son domicile, à Saint-Cloud, en 1924. Le destin est un tout petit peu moins dur dans son histoire avec la commune, avec elle. Ah, je vais vous le lire en dernier, c'est trop important. Je vais vous la lire en dernier, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. Les personnes qui connaissent l'histoire ont peut-être une idée de quel personnage féminin connu de la commune. Je me garde la lecture. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de Victorine Gorget. Victorine Gorget, encore une fois, une femme dont je n'avais jamais entendu le nom. Voilà, mais vraiment jamais entendu le nom. Et son profil m'a énormément plu, beaucoup beaucoup plu. Je pense que les personnes qui commencent à me connaître vont comprendre pourquoi. Stéphane Edouard, je pense que là, maintenant, il faut que nos travaux sortent quelque part, quoi. Donc, Victorine Gorget, l'oratrice des clubs. Joli ça, l'oratrice des clubs. Elle est née en 1943, elle est assidue aux séances du club de la Révolution sociale de l'église Saint-Michel des Batignolles. Elle y prend souvent la parole. Elle demande notamment une organisation forte qui permette d'employer à la résistance toutes les forces vives de la population, sans quoi il faudrait ouvrir les portes à l'armée de Versailles. J'adore les militantes radicales comme ça, c'est passionnant. Elle confia même à une de ses voisines que les dames devraient prendre les armes pour garder les remparts, pendant que les hommes feraient des sorties contre les troupes de Versailles. Qu'elle encourageait vraiment les hommes à leur faire confiance, à dire on va tenir Paris. Laissez-nous tenir Paris, ça lui écharpe. Vous pouvez aller vous battre sur le champ à l'extérieur de Paris, nous on va tenir s'il y a des insurrections. L'entrée des Versaillais dans Paris ne calma pas son ardeur et le 23 mai, elle déclara qu'elle allait revenir avec des gardes nationaux pour arrêter les feignants qui se cachent. Génial. Arrêtée sur dénonciation de ses voisins, c'est beaucoup moins drôle. Elle est d'abord détenue à Satory, puis à la prison des Chantiers. Le 30 mars 72, le 4e Conseil de guerre la condamne à la déportation simple pour excitation à la guerre civile et provocation par discours, cris ou menaces proférées dans les lieux publics, à commettre des crimes et rassembler des insurgés. Embarquée en rade sur l'île d'Aix le 10 août 73 à bord du Virginie, elle arrive à Nouméa le 8 décembre. Autorisée provisoirement à y résider à son arrivée, elle est ensuite envoyée à la presqu'île de Ducos parce qu'elle vivait en concubinage avec un libéré. Aux 2 religieuses qui desservaient le quartier des femmes, elle a déclaré « Je ne suis pas ici pour avoir enfilé des perles. Je leur en ai foutu des coups de chasse-peau à ces crapules de Versaillais. » Magnifique. En 77, elle est autorisée à retourner à Nouméa. Elle y dirige un établissement de bains où les communards proscrits étaient librement accueillis. En 78, elle obtint enfin une remise de peine et l'obligation de résidence fut levée en 79. Elle divorça à Paris, ça on s'en fiche, ça ne nous regarde pas. Ça est privé avec les hommes. Bonne soirée Mephisto, j'espère que ça vous a plu. Un autre portrait que j'ai trouvé extraordinaire, bon accrochez-vous, l'histoire est un peu dramatique, c'est celle de Céleste Ardouin, qui est aussi connue sous le nom de Céleste Toulmé. Je ne vous lis pas le titre qui spoilerait malheureusement le destin tragique de Céleste Ardouin. Elle est née en 1832. À la fin de l'Empire, Céleste Ardouin exerce comme institutrice à Paris dans le 18e arrondissement. Infirmière volontaire durant le siège, elle reste largement spectatrice des événements du printemps 71, quoique bienveillante à l'égard de la commune. Elle est accusée à tort d'avoir présidé 2 clubs populaires et d'avoir commandé une barricade. Elle est ainsi arrêtée dans sa classe, devant les enfants, le 7 juillet. Emprisonnée à Versailles, d'abord à l'orangerie puis à la prison des femmes et des enfants des Chantiers, elle réussit à donner des cours aux enfants en prison jusqu'à ce qu'ils soient séparés des femmes. Au bout de 2 mois, elle est transférée à la maison de correction rue de Paris. Elle y fait la connaissance de Louise Michel, dont elle brosse un remarquable portrait. Le 8 octobre, elle comparaît devant le 4e Conseil de guerre. Elle est défendue par maître André Roussel, acquittée le 17, relaxée des différents motifs d'accusation. Quelques années plus tard, elle rédige un témoignage sans concession sur sa détention et sur l'instruction judiciaire, dénonçant en particulier les atrocités commises par le commandant Marceroux, lui encore. Son journal d'une détenue est paru dans le Rappel en 1976, avant d'être publié à compte d'auteur sous le livre La détenue de Versailles, on va en reparler tout à l'heure. Elle habitait alors au 7 impasse Hélène. Ayant retrouvé son poste d'institutrice à Paris, Céleste Ardouin assista en qualité de déléguée aux séances du Congrès ouvrier de France qui se tint à Paris en 1976. Elle y présente la Ligue pour l'amélioration du travail des femmes, qui s'est énormément engagée par la suite. Membre active de la commission d'initiative du Congrès, elle intervient le 12 août à la réunion préparatoire et y développe l'idée selon laquelle la question du travail des femmes ne peut être résolue que par l'établissement de l'instruction obligatoire. Magnifique. Ah, super. Ah bah Claire Lacombe, je sais qui c'est. En plus, Paulinon, je ne connais pas Motismar, mais merci beaucoup. Je me screen ça. Voilà, merci beaucoup. Membre actif de la commission d'initiative, blabla. Elle demande que les impôts frappent le capital et non le prolétariat. C'est génial. Je vous le relis parce qu'il faut le lire pour le croire. Céleste Ardouin, elle dit
en 76, qu'elle veut que les impôts frappent le capital et non le prolétariat, et que soient créées des écoles professionnelles laïques. Devant le Congrès, elle intervient sur le thème apprentissage-enseignement professionnel. Elle expose tout un temps d'organisation de l'enseignement pour les filles qui vise à établir l'égalité entre les sexes. Elle affirme des principes laïques et féministes. La citoyenne Ardouin assista également à la deuxième session du Congrès ouvrier qui se tient à Lyon en 78. Voilà. En 79, elle assiste aux obsèques de Ranvier au cimetière de la Villette. Elle fit également circuler une pétition demandant la libération de Louise Michel, mais Louise Michel a désavoué sa démarche. Ce qui n'empêcha pas Céleste Ardouin de se trouver sur le quai de la gare Saint-Lazare pour accueillir Louise Michel, il l'appelle la bonne Louise, je suis pas fan, le 9 novembre 80. Un rapport de police en date parle toutefois d'une dispute survenue entre les deux femmes au sujet de Ferré lors d'un dîner. Voilà. Elle est morte en 1904. Donc voilà, donc elle a subi la détention, elle y a subi la torture, elle a dénoncé la torture là par son tortionnaire qui avait l'air absolument horrible, vraiment horrible. Donc voilà, moi je la trouve vraiment... j'ai découvert son portrait, je savais pas qui c'était. Hein. Toutes les femmes dont je vous parle là, moi c'est des gens que je découvre. Hein. Mis à part bien sûr André Léo et Louise Michel. Portrait suivant, portrait assez court, que j'ai adoré aussi, d'une femme qui s'appelle Sophie Poirier, qui est née en 1930. Son mari est mort en 70, donc un an avant le début de la Commune. Elle est présidente de l'actif comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement de Paris, qui avait été fondé en 70 à l'initiative de Clémenceau. Elle y travaille avec Louise Michel. Elle fonde également le club de la Boule Noire, qu'elle installe à rue des Acacias. Elle participe en 71 avec Louise Michel et Béatrix Escoffon à des représentations et des discours. Durant le siège, elle ouvre un atelier national de couture qui occupait 70 à 80 ouvrières. Elle ne touchait pas de salaire, mais participait aux bénéfices. Donc elle ne se faisait pas payer, seulement elle n'acceptait de toucher de l'argent qu'à condition qu'elle gagne, qu'elle puisse payer ses employés, quoi. Ah mais c'est dingue qu'elles ont été effacées à ce point, hein. C'est fou, hein. Non mais ce qui est génial, parce que les luttes sociales ne datent pas d'hier bien sûr, et ça je suis assez au courant par rapport à ça, c'est à quel point en fait les femmes ont pris une place extrêmement importante dans les différentes révolutions et qu'on ne les connaisse pas aujourd'hui. Enfin, on ne devrait pas découvrir Sophie Poirier aujourd'hui, quoi. On devrait pas, moi son nom ne m'était jamais venu aux oreilles, quoi. Elle déclare avoir voulu œuvrer avant tout dans l'intérêt des femmes. Au début du mois de mai 71, elle présidait la séance du comité de vigilance des citoyennes républicaines du 18e, à l'issue de laquelle fut votée une motion tendant à faire disparaître de la voie publique la prostitution. Avec Louise Michel, elle demanda la création d'écoles professionnelles établies à la place des écoles et orphelinats des ignorantins et des ignorantines, donc des orphelins qui n'avaient pas accès à l'éducation. Elles vont éduquer des orphelins qui a priori ne savaient ni lire ni écrire. Elle signe également la pétition contre la présence des religieuses dans les hôpitaux et les prisons, parue dans la Sociale du 13 mai. Rien n'atteste qu'elle ait milité au sein de l'Union des femmes. Je ne sais pas pourquoi il précise ça du coup. Son club vota par ailleurs l'arrestation de l'archevêque, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo de Nota Bene, et le renversement de la colonne Vendôme. Elle y a participé à cet événement du coup qu'on a vu être un événement extrêmement symbolique mais très puissant. On y aurait également dénoncé les agents de police gagnés à Versailles, blablabla. Sans qu'il soit tenu compte des certificats produits à l'audience, Sophie Poirier fut condamnée en 72 à la déportation dans une enceinte fortifiée par le 26e Conseil de guerre. Elle finit par être placée à la maison d'arrêt à Rouen où elle meurt en 75. Elle est morte 5 ans après sa détention. Salut H-Webs. Merci beaucoup d'être présente ce soir. Il m'en reste 3 à vous lire. Puis la dernière, dont je vous parlerai à la fin. Salut Roxane, la reine est là, comme tu dis. Pauline Prince. Dite aussi Marie-Lucienne. Elle a 1 page et demie. J'ai adoré son portrait. Donc, Pauline Prince, qu'ils appellent aussi parfois Lucienne Prince, ne soyez pas étonnés. Elle est née en 1845. Elle a fait la connaissance d'André Léo pendant la période où elle a fréquenté les réunions publiques à la fin de l'Empire. Elle adhère à l'Internationale. Pendant le siège, elle était aux ambulances des Forts du Sud, donc vers le 15e, ici le Moulineau et Vanves. Elle continue son service sous la Commune et un laissez-passer du service des ambulances fut accordé en avril. Elle prend part aux activités de la presse d'André Léo, y compris dans le domaine de l'organisation. À la veille de la semaine sanglante, elle est chargée de recruter des crieurs de journaux pour vendre la Sociale. Elle participe à la réouverture de l'école de dessin de la rue du Puitrin destinée aux filles. Dans cette école étaient enseignés, outre des éléments de culture générale, le dessin, le modelage, la sculpture sur bois et sur ivoire. Au moment de la chute de la Commune, André Léo lui confia cette école, mais l'établissement ne survécut pas. Après la semaine sanglante, Pauline Prince cacha André Léo, voilà pourquoi je vous parle d'elle, dans une chambre de bonne au dernier étage de la maison où se trouvait son magasin. Pour brouiller les pistes et déjouer les investigations, elle joue sur ses 2 prénoms, donc elle se fait appeler tantôt Lucienne, tantôt Pauline Prince auprès des autorités. Durant près de 2 mois, elle monte chaque soir voir la recluse et a avec elle de longues conversations et des réflexions sur la situation politique, qu'André Léo évoqua plus tard avec nostalgie.
Pauline Prin servit également d'intermédiaire entre André Léo et Benoît Malon, alors caché lui chez le sculpteur Autin. Elle a joué un rôle important en fournissant à plusieurs communards cachés dans Paris des passeports en blanc qui étaient apportés de Suisse dans un sac à double fond par... Ah, je vous dis pas qui. Extraordinaire, quoi, vraiment. Je vous redonne son nom, il faut surtout pas l'oublier. Quel courage. On parle vraiment d'acte de résistance, hein, Pauline Prin, Pauline Prince. Elle continue à rendre de nombreux services à André Léo après son départ, comme lui envoyer ses affaires, ses papiers et rester à Paris. Leur correspondance entre toutes les deux se prolonge en 1976, mais elle s'espace car les routes des deux femmes s'étaient progressivement séparées. Elle se marie en 1973, mais on s'en contrefiche qu'elle se marie. Après 1976, on sait malheureusement très peu de choses d'elle, si ce n'est qu'elle devient rapidement veuve et sans enfant et qu'elle mourut à Paris en 1915. On pense qu'elle tenait toujours son magasin de cannes et de parapluies. Magnifique, magnifique. Bon. Je sais pas si c'est moi tout seul dans mon coin qui suis ému en lisant ça, mais j'espère que j'arrive à vous transmettre un petit peu mon émotion d'exhumer en fait les souvenirs de femmes qu'on n'aurait jamais dû oublier. Je chapitrerai bien sûr la vidéo sur YouTube. L'avant-dernière dont je vais vous parler avant de garder le bouquet final, elle s'appelle Léotine Suétance, encore une femme dont je n'ai jamais entendu parler. Elle est née en 1846. Un témoin dit l'avoir aperçue les 22 ou 23 mai au palais de la Légion d'honneur. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe au début au niveau de la commune, mais un témoin dit « Je l'ai vue au palais de la Légion d'honneur. Un fusil chasse-peau et une écharpe rouge en bandoulière, assistant à la construction de barricades et au transport des barils de pétrole. » Alors le live, il ne permettra pas de gagner celui-là. Celui-là, il est trop gros, je ne peux pas l'envoyer, mais celui-ci, je vous l'ai présenté tout à l'heure, Antoinette Fouque, Génésique. Je pourrais jamais envoyer un truc comme ça par la poste, c'est beaucoup trop lourd. Merci pour l'abonnement, Verbenachil. Et en plus, c'est un cadeau d'anniversaire, j'y tiens vraiment énormément. Donc voilà, quelqu'un lui dit « Ah bah je l'ai vu avec une écharpe rouge et je l'ai vu avec un baril de pétrole. » Donc vous voyez encore le truc de la misogynie des pétroleuses. Son compagnon est tué peu après sur une barricade. Entre 3 et 4 heures le 23, elle descend la rue de Lille en compagnie d'un commandant. Elle est alors arrêtée par la ligne de rue du Bac. Lors de son procès, elle reconnaît avoir reçu une somme de 10 francs destinée à payer des infirmières qui s'occupaient avec elle des blessés, accueillis dans l'ambulance installée la veille dans une maison de la rue de Solferino. À aucun moment il ne fut question de pétrole. Elle fut cependant condamnée en 71 par le 4e Conseil de guerre à la peine de mort, peine commuée en 71 en travaux forcés à perpétuité. Enfermée à la prison d'Aubreville avec les autres femmes, avec les autres femmes, parmi lesquelles Louise Michel, elle demande que sa peine soit changée en déportation. Elle obtint gain de cause, et autour de 72, elle parle pour les îles de Salut en Guyane. Elle s'y marie en 75, et on s'en fiche. On s'en fiche de son mariage. Pourquoi il précise le nom des gens avec qui elle se marie alors que ce ne sont même pas des communards? Les communards, ils sont soulignés dans le texte. On se fiche en fait de qui les femmes ont épousé. Et l'avant-dernière, Marguerite Tiner, dite également Victoire. Oui, les femmes, c'est pas des femmes d'eux, quoi. Enfin, en plus de ça, c'est un livre qui est censé consacrer à leur portrait. Donc là, on parle d'une femme qui est née en 1831, d'accord? Marguerite Tiner, dite aussi Victoire, ou parfois, elle est appelée Marguerite Guerrier, parce qu'il semblerait que ce soit son nom de jeune fille. Elle est née en 31, elle fonde en 67 la Société des Équitables de Paris, une coopérative de consommation. Elle adhère à l'Internationale et à la Fédération des Sociétés Ouvrières. Entre 67 et 69, elle assiste régulièrement aux conférences de plusieurs communards différents, ils en citent là énormément. Au moment de la déclaration de guerre, elle envoie ses enfants en Auvergne. Elle reste, elle travaille en ambulance, elle assiste aux réunions républicaines. Elle finit par quitter Paris. Elle fonde à Clermont-Ferrand le Réveil des campagnes. Elle revient à Paris quelques semaines après l'armistice et elle s'installe rue Sainte-Anne. Elle est nommée inspectrice générale des livres et des méthodes d'enseignement dans les écoles de filles et la Seine, chargée plus particulièrement du 13e arrondissement. Elle est ensuite nommée par Édouard Vaillant à la commission chargée d'organiser et de surveiller l'enseignement des écoles de filles avec André Léo, dont on a parlé, Anna Jacquelart ou Noémie Reclus. Je pourrais vous parler d'Anna Jacquelart d'ailleurs, éventuellement. Tout en s'opposant à certaines mesures radicales de la commune en matière d'enseignement, elle laïcise malgré tout les écoles du passage Corbe, des rues de Rubis, de Reuilly, du Terrage, ainsi qu'une maison de secours tenue par les Dames de la Charité. Elle assiste régulièrement aux réunions de l'Union des femmes. Pendant la semaine sanglante, elle passe 2 jours et 2 nuits à l'ambulance de la rue de la Lune avec son mari, allant chercher les blessés, fédérés et soldats, les deux, jusque sur les barricades. Il rentre ensuite rue de Sainte-Anne après les combats. Dénoncé par son concierge, pourquoi salut Kathleen, sois la bienvenue sur la chaîne. Et Verbenach, aussi pour l'abonnement. Elle a soigné tout le monde, pourquoi elle est dénoncée, quoi? Donc elle est dénoncée par son concierge. Elle est arrêtée le 26 mai par les troupes de Versailles, elle est enfermée au Châtelet.
Son mari, qui lui est favorable à Versailles, qui l'avait suivi pour la défendre, est arrêté et fusillé aussitôt. Elle est relâchée le 27. Elle quitte Paris pour Genève. Elle poursuit son action révolutionnaire en Suisse. Elle travaille pour la Marmite sociale en 1972, qui permet de distribuer de la nourriture à bon marché et hygiénique. En 1973, elle quitte la Suisse pour la Hongrie. En 1977, elle s'installe à Pest, dans une autre ville de Hongrie, où elle donne des leçons avec un zèle infatigable afin de pourvoir à l'entretien de sa famille composée de 5 enfants mineurs. Elle sollicite en 1979 l'autorisation de résider 3 mois à Paris. On lui refuse. Elle bénéficie toutefois d'une remise de peine définitive. Elle rentre en France en 1980 après sa remise de peine. Elle adhère à la Société de l'instruction intégrale, au syndicat des instituteurs libres, donc voilà, elle reste engagée toute sa vie. C'est une proche de Louise Michel, qui a été proche de toutes les grandes femmes de la Commune. Elle écrit avec Louise Michel 2 romans qui s'appellent La misère et Les méprisés sous le pseudonyme de Jean Guettré. Voilà, vous saurez qui est Jean Guettré maintenant, j'avais déjà entendu ce pseudonyme. Jean G-U-E, accent circonflexe T-R-E. Puis elle se détache progressivement de l'Union des femmes, du collectivisme. Elle se lie au positiviste anglais en 83, et puis après, voilà, on raconte la fin de sa vie. Elle s'éteint paisiblement. Et enfin, alors, j'avais entendu son nom de loin, je savais pas bien pourquoi. Et ben en lisant ce qui lui est réservé, tu m'étonnes que son nom ne m'était pas inconnu. Est-ce que vous connaissez Elisabeth Dmitriev? J'espère que j'ai bien prononcé. C'est notre dernier portrait. Donc, Elisabeth Dmitriev, le sous-titre, émissaire du Conseil général de l'International, déjà ça se pose là, cofondatrice et dirigeante de l'Union des femmes. Voilà, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, une immense héroïne féministe. Et on ne sait pas qui c'est. Le pétrole associé aux femmes communardes. Absolument, exactement. Air dans le Rift, c'est exactement ce qu'on a vu ensemble. C'est tout à fait un mythe misogyne. Ouais. C'est tout à fait ce dont on a parlé. On a un petit peu introduit la question de la commune et justement du mythe des pétroleuses pour pouvoir ensuite bien comprendre le contexte de ce qu'on était en train de lire en ce moment. Elle est née en 1851 à Volok. C'est en Russie. Elle fait un mariage blanc pour se permettre de voyager. Elle quitte la Russie en 68 pour retrouver Genève. Elle fonde, pendant son exil de la Russie, la Première Internationale. Qu'elle adresse à Marx en 70. Marx demande à la rencontrer à Londres. Je vais arriver aux passages qui sont assez incroyables. Enfin, déjà, tout ça est fou. D'accord. Attendez, en fait, je vais tout vous lire. Bref. Son nom, le nom d'Elisabeth Dmitriev, figure parmi une dizaine d'autres dans la liste des fondateurs de la section russe de la Première Internationale, quand cette dernière adressa le 12 mai 1870 à Marx, correspondant pour la Russie au sein du Conseil général, sa demande d'admission dans l'Internationale. Très méfiant, il demande à la rencontrer à Londres. Munie d'une lettre d'introduction d'Outine datée de 70, Elisabeth Dmitriev, dont le nom de jeune fille était à l'époque Tomanovskaya, arrive à Londres afin d'informer le Conseil général de l'AIT sur ce qui se passe à Genève. Il rencontre Marx, il l'informe sur la situation en Russie. Dès son arrivée, elle peut s'entretenir avec lui d'un sujet qui les passionne, le devenir de la commune paysanne russe dont elle prédisait la disparition dans un avenir proche. Elle conseille à Marx de lire les travaux du baron von Hauxthausen et le journal russe Narodnoe Delo. J'espère que je l'ai bien prononcé. Vive et spirituelle, elle passe de longues heures en compagnie de ses 3 filles. On s'en fiche. Au lendemain de l'insurrection du 18 mars, Marx suggéra au Conseil général de l'envoyer à Paris en mission d'information. Elle s'embarque à Douvres pour Calais en 71, elle arrive à Paris le 28 mars. Elle est d'abord accueillie à la Corderie, Elle retrouve Benoît Malon, qu'elle avait connu en Suisse et qui venait de célébrer dans sa mairie le mariage républicain d'Anna Corvin, je ne sais pas qui c'est, Kruvskaya, et Victoire Jacquard, je ne sais pas qui il s'agit, Il lui trouva un logement dans un arrondissement près de la rue de Saint-Ouen. Début avril, elle participe sous le nom de guerre d'Elisabeth Dmitriev à la fondation de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, dont les membres, organisés par arrondissement sur le modèle de la garde nationale, s'étaient mis à la disposition de la commune, prête à combattre et vaincre et mourir. Puissant. Membre de sa commission exécutive, elle élabora au nom de l'Union un rapport d'inspiration socialiste sur une organisation du travail à base d'associations de production fédérées. Ce rapport fut envoyé à la commission du travail et de l'échange de la commune que dirigeait Frankel. Elisabeth Dmitriev passe ses journées à parcourir Paris dans le but d'organiser les femmes. Il y a un truc misogyne dans mon livre, je suis désolé. Du fait de sa beauté, elle ne passait pas inaperçue. Ok, super. Et là, il nous donne ses mensurations, je vous assure que c'est vrai. Mesure 1m66, blablabla. 1m66, 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 1m66,
Son activité à la tête de la commission exécutive de l'Union des femmes est intense, au point que plusieurs de ses membres supportent mal ses manières directives, en particulier Victoire Tiner, dont on a parlé tout à l'heure, qui l'accusa par la suite d'être un agent provocateur de la police russe. Elisabeth Dmitriev demande à la commune de donner l'ordre au maire de tenir à la disposition du comité une salle dans chaque mairie et de faire imprimer aux frais de la commune avis et affiches que les comités jugeraient nécessaires. Son activisme porte ses fruits. Et elle fit savoir au conseil général par l'intermédiaire de Jung que plusieurs centaines de femmes assistaient chaque soir aux réunions convoquées par l'Union dans les arrondissements. C'était omniprésente pendant la commune des femmes. Et on n'a que 30 noms sur 300 dans ce bouquin. Bon, c'est déjà pas mal, mais bon, c'est quand même un peu mieux. Elle se montre pessimiste pour la suite des événements si la province ne vint pas au secours de Paris. Dans l'une de ses dernières lettres, elle écrivait, je la cite, « Je me suis préparée à mourir sur les barricades dans les tout prochains jours ». Ça n'empêche pas la commission exécutive de l'Union des femmes de convoquer encore pour le 18 mai une assemblée d'ouvrières afin de constituer des chambres syndicales dont les délégués élus formeraient à leur tour la Chambre fédérale des travailleuses. À cette date, toutefois, il n'était plus question de projet d'avenir, même à court terme, mais de la lutte immédiate et sans merci contre Versailles. Elisabeth Dmitriev ne se déroba pas et participa au dernier combat de rue. Le 22 mai, elle part avec ses compagnes, drapeau rouge en tête pour les Batignolles. Elle y croise Louise Michel. Elles se retrouvèrent à nouveau le lendemain à la barricade de la Place Blanche défendue par 120 femmes, parmi lesquelles Nathalie Lemel, avec qui elle avait beaucoup travaillé à la tête de l'Union des femmes. Le 23 mai, depuis la mairie du 11e arrondissement, elle appelle les citoyennes à aller aux barricades. Le 25 mai, elle soigne Frankel blessé, Faubourg Saint-Antoine. Puis elle réussit à s'échapper et à regagner Genève et le 1er juin, elle avertit par télégramme le conseil général de son arrivée en Suisse saine et sauve. Elle vécut cachée chez son compatriote Outine jusqu'en août, avant d'aller se faire enregistrer comme réfugiée politique auprès de la police cantonale. En 1872, le 6e conseil de guerre la condamne par contumace, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente au procès, à la déportation dans une enceinte fortifiée. Elle est graciée en 1979 sous condition d'un arrêté d'expulsion. En octobre 1871, moralement très déprimée, elle regagne la Russie sous son vrai nom, de telle sorte que les autorités ne réalisèrent pas à qui elle avait affaire. Elle épouse un homme quelque part, on s'en fiche après. On pense qu'elle est morte à Moscou en 1918, on n'en est pas certain. Le 8 mars 2007, l'angle des rues de Turbigo et du Temple a été baptisé la place Elisabeth Dmitriev. Voilà. Voilà le portrait de 10-11 femmes, du coup, que je voulais absolument vous présenter. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, oui, beaucoup, en préparant l'épisode et puis en lisant encore une fois, ça vient La Commune de Paris 1887. C'est un ouvrage un peu cher, je suis désolé, je ne peux pas forcément vous le recommander facilement. Il doit coûter une quarantaine d'euros, j'imagine. C'est un cadeau, je n'ai pas le prix. Mais bon, c'est un ouvrage passionnant. J'espère que vous avez appris des tonnes de choses. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée, après-midi, soirée pour vous qui êtes sur YouTube. Et pour nous qui sommes sur le chat, je pense qu'il est temps, avant qu'on fasse La Commune Cro-Blanc, qu'on fasse le quiz ensemble. Qu'est-ce que vous en dites ? Ah, bah, je suis vraiment ravi si ça vous ait plu, vraiment. Bah, moi aussi, j'ai appris des choses grâce à vous, parce que c'est vous qui m'avez demandé de faire cet épisode sur la commune. Et donc, ça m'a permis d'aller ressortir ce bouquin que j'avais feuilleté à gauche à droite pour aller voir les noms que je connaissais déjà. S'il y a une version numérique moins chère, je peux la faire gagner ce soir. Je vais regarder s'il existe une version numérique moins chère. C'est ça que vous aimeriez gagner ce soir sur le quiz ? Je peux tout à fait faire ça. On va regarder, ça coûte moins de 10 euros, je vous l'offre avec plaisir.